是一条让我能触摸祖先的路。 या ठिकाणी नोकरी धंदा व व्यवसाय या संधी 12 महिने उपलब्ध असतात. Bu gaz kuburu bizga kirsa keladi. Wind farm and as well as for my hometown. มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน I believe very soon I will see the train traveling and I use it in farming. Brand new Asia. Itaï Ilou. Dans la région montagneuse du nord du Pakistan, se trouve une école primaire pour filles construite à flanc de montagne. Going to school. Manaza, 13 ans, est élève en 5e année ici. Détruite dans un séisme en 2005, l'école a été reconstruite ici, il y a 10 ans. Les salles de classe, rudimentaires, sont construites en bois de refend. Il n'y a pas d'éclairage à l'intérieur des salles. Il n'y a qu'une seule ampoule dans toute l'école qui est accrochée à l'extérieur. Chaque jour, Manaza doit passer par une route montagneuse pour rentrer chez elle. La première chose qu'elle fait après son retour, c'est de terminer ses devoirs avant le coucher du soleil. L'électricité coûte très cher ici. Les dépenses en électricité comptent pour environ 1/10 du revenu familial et les coupures de courant sont très fréquentes. La pénurie d'électricité touche non seulement le petit village de Manaza, mais aussi tout le reste du Pakistan. Même les grandes villes, comme Islamabad et Karachi, souffrent régulièrement de coupures de courant. Les magasins, les hôpitaux, les organismes gouvernementaux et même les logements sont tous munis de différents types de générateurs. En été, le manque d'électricité dans l'ensemble du pays atteint les 5 millions de kilowatts. Conakry est la capitale et la plus grande ville de Guinée. C'est aussi un port maritime connu en Afrique de l'Ouest. Or, le soir, la plupart des quartiers de la ville sont plongés dans l'obscurité. Seules quelques lumières rares décorent les bâtiments dispersés. Ces photos ont été diffusées dans l'ensemble de la Guinée. À la tombée de la nuit, les enfants profitent des lampadaires
pour réviser leurs leçons. Les enfants qui étudient sous les lampadaires donnent aux Guinéens réconfort et force. Mais ces photos illustrent aussi une réalité embarrassante en Guinée, la pénurie extrême d'électricité. Selon l'ONU, la Guinée est l'un des pays les moins développés. Ses fondements industriels sont très faibles. En 2010, la capacité totale des centrales hydroélectriques et thermiques du pays n'était que 250 MW et l'électricité produite utilisable était inférieure à 120 000 kWh, ne suffisant qu'à éclairer une ville d'1 million d'habitants pendant un seul jour. Surnommée le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée possède plus de 1100 cours d'eau qui pourraient fournir une capacité de 6000 MW. Or, seulement 2% sont exploités. L'électricité conditionne le développement d'un pays, ainsi que sa prospérité économique. Voici le plan de distribution de l'électricité mondiale, dessiné par le laboratoire national d'Oak Ridge aux États-Unis. La situation de l'utilisation d'électricité dans la nuit reflète les niveaux de développement économique des différentes régions. Selon les statistiques, sur les 7 milliards d'êtres humains de la planète, 2,8 milliards ne peuvent utiliser l'électricité que de manière restreinte et 1,8 milliard sont complètement privés d'électricité. La pénurie d'électricité constitue le goulot d'étranglement de l'industrialisation des pays en développement. Ainsi, dans beaucoup de pays, les usines et les lignes de production sont souvent obligées d'arrêter leurs activités. Dans une société de fabrication d'équipements électriques du Xinjiang, en Chine, les ingénieurs travaillent pour une commande étrangère. Ces gros transformateurs sont une partie importante de la centrale électrique. L'électricité produite par le générateur doit être soumise à une transformation de voltage avant d'entrer dans les réseaux électriques. Grâce à la nouvelle route de Karakorum, les grands transformateurs fabriqués en Chine traverseront le massif montagneux de Karakorum ainsi que la chaîne de montagnes Kutch avant d'arriver au Pakistan. Manasa et son village vont saluer un changement. Non loin de son village, au confluent de la rivière Niloum et de la rivière Jhelum, une grande centrale hydroélectrique est en construction. Elle sera la plus grande centrale hydroélectrique du Pakistan. Sa capacité atteindra 963 MW. La chambre souterraine, d'environ 70 km de long, est la deuxième plus longue en Asie. Au bout de 40 minutes, le petit train est enfin arrivé au plus profond de ce tunnel d'adduction d'eau. Les équipements de fouilles avancées poussent le tunnel à 10 km au fond de la montagne, à une vitesse de 6 mètres par jour. La montagne, de 2000 mètres de haut, sera bientôt percée. Au bout de la centrale hydroélectrique, le barrage géant grandit tous les jours. Plus de 300 techniciens et gestionnaires chinois travaillent avec leurs collègues pakistanais depuis déjà 7 ans. La centrale hydroélectrique Niloum-Jhelum est le plus grand projet construit par la Chine à l'étranger jusqu'ici. Après son achèvement,
elle produira chaque année 500 millions de kilowattheures d'électricité, qui sortiront 15% de la population pakistanaise du manque d'électricité et créeront 45 milliards de roupies, soit environ 2,7 milliards de yuan de recettes financières. Dans le domaine de l'énergie, la Chine et le Pakistan ont déjà signé 22 accords de coopération. Sur la côte sud-est du Pakistan, la centrale thermique du port de Qasim est en construction. Avec le GPS, l'ingénieur pakistanais Asif et ses collègues sont en train de réaliser des mesures. Sur ce chantier, à 200 mètres devant eux, seront construites 2 chaudières géantes. Pour définir leur position exacte, ils doivent limiter l'erreur de positionnement horizontal des 2 chaudières à moins de 2 mm. La centrale thermique du port de Qasim est le premier projet électrique du couloir économique Chine-Pakistan. Elle procurera chaque année 9,5 milliards de kilowattheures au Pakistan et résoudra 1/6 du manque d'électricité de l'ensemble du pays. La centrale est conçue par le gouvernement chinois et le gouvernement pakistanais, financée et exploitée par Power China et la Cour royale du Qatar. Le budget total atteint plus de 2 milliards de dollars. Elle sera mise en service en 2017. Ce projet est le dernier fruit de la coopération trilatérale entre la Chine, le Pakistan et le Qatar. Lors de la cérémonie de pose de la première pierre, tenue le 6 mai 2014, le Premier ministre pakistanais, Sharif, a déclaré que la résolution des problèmes d'énergie répondait non seulement aux besoins quotidiens des habitants, et qu'elle constituait en plus une lumière dans l'obscurité qui pourrait éclairer tout le Pakistan. L'orage de l'après-midi a trempé cette petite commune côtière. De retour à la maison, Menake recharge d'abord son téléphone portable. L'électricité est indispensable dans la vie moderne, mais elle coûtait très cher au Sri Lanka et constituait une lourde dépense pour les familles. ඉස්සර අපි ගොඩක් ටීවී බලනවා ඒවා මේවා අඩුවෙන් කරන්නේ එතනින් ගියාම කරන්ට් බඩු පාවිච්චි වුණත් අඩුයි මොකද විදුලි බිල ගොඩක් යනවා. La vie de Menake a été changée par la construction et la mise en service d'une centrale thermique moderne à charbon. Le 16 septembre 2014, lors de sa visite au Sri Lanka, le président chinois Xi Jinping et le président du Sri Lanka d'alors étaient présents lors de la cérémonie de la mise en service de la centrale de Puttalam. Pendant la cérémonie, le président Rajapaksa a annoncé une réduction du prix de l'électricité dès le jour même. Située à 130 km au nord de la capitale Colombo, la centrale de Puttalam est la plus grande centrale électrique du Sri Lanka. Ensemble, ces 3 groupes électrogènes peuvent fournir plus d'un tiers de la quantité d'électricité aux réseaux électriques du Sri Lanka. Démarrée en 2007, la construction a duré 7 ans. Elle a été exécutée par China Machinery Engineering Corporation et financée par la Banque d'exportation et d'importation de Chine. Le montant des prêts dépasse 1,3 milliard de dollars. C'est le plus grand projet de coopération économique des 2 pays jusqu'ici.
Le charbon est acheminé à Puttalam par les voies maritimes depuis l'Indonésie, la Russie ou l'Afrique du Sud pour alimenter la centrale thermique. En période de pointe, la centrale consomme 6600 tonnes de charbon par jour, l'équivalent de ce que peuvent transporter 800 camions. Avant, le Sri Lanka dépendait du pétrole pour produire de l'électricité. En raison du coût élevé, le prix de l'électricité demeurait très cher. En tant que première centrale à charbon, le coût de production de la centrale de Puttalam n'est que de 0,05 $ le kilowattheure, soit 2 tiers de moins qu'avant. Sa mise en service procure non seulement de l'électricité à bas prix aux industries et à d'autres secteurs, mais bénéficie aussi aux habitants ordinaires. L'électricité apporte des changements de vie, ainsi que la force et la confiance d'un pays en son développement. Le 28 mai 2015, le plus grand projet hydroélectrique de Guinée, la centrale de Caleta, a démarré son premier groupe électrogène. À travers les lignes de transformation de 225 kV installées par une entreprise chinoise, l'électricité est transportée jusqu'à la capitale Conakry, à 150 km de loin, et alimente 11 préfectures avoisinantes. L'achèvement de la centrale de Caleta a doublé la capacité d'installation totale du pays, ce qui lui a valu le titre des 3 gorges guinéennes. Son constructeur est justement celui de la plus grande centrale hydroélectrique du monde, China Three Gorges Corporation. 在“一带一路”的建设当中，我们实现了自我自身的可持续的发展。通过利用海外的资源，我们扩大了经营规模，我们输送出了中国技术、中国品牌，同时带出去了中国的优质产能。 Sur le nouveau billet guinéen de 20 000 francs, l'image de la centrale hydroélectrique de Caleta apparaît en fond. Pour la Guinée, l'électricité apporte non seulement la lumière, mais aussi une grande impulsion pour le développement industriel et la prospérité économique. Nous avons donc besoin de travailler ensemble, d'autant plus que nos relations remontent très loin. Donc nous avons aujourd'hui la volonté d'établir une relation stratégique avec le gouvernement chinois et avec les autorités chinoises. Donc cela est extrêmement important pour nous aujourd'hui. Donc nous souhaitons vivement renforcer davantage cette coopération. Nous avons déjà les 3 gorges qui ont fait le barrage. Nous avons Huawei qui est en train de faire la fibre optique. Donc nous souhaitons une collaboration beaucoup plus poussée. Pour les pays en développement, au-delà de la réduction du manque d'électricité, il faut développer le secteur de l'électricité pour réaliser l'industrialisation. Actuellement, la plupart des pays riverains de la ceinture et de la route se trouvent à la première phase de leur industrialisation. La valeur ajoutée de l'industrie n'occupe qu'environ 30% du PIB. Dans la plupart des pays africains, le taux de contribution de l'industrie manufacturière au PIB est en dessous de 15%. L'industrialisation est la seule voie possible de développement. Seule l'industrialisation pourra changer le mode économique de la plupart des pays en développement, basé sur la dépendance excessive vis-à-vis des ressources et de l'exportation des produits bruts. 在现行的全球经济结构中，发展中国家之所以经济发展处于相对落后的地位，跟没有完成工业化进程。 制造业在国民经济结构中间处于相对劣势的位置呢，有直接的关系。 Les pays en développement, en quête de transformation économique, font de l'industrialisation leur stratégie nationale. Renforcer les coopérations internationales concernant les capacités de production et promouvoir l'industrialisation des pays en développement sont exactement la vision et la mission de l'initiative de la ceinture et la route. Jueli, une petite ville à la frontière sud-ouest de la Chine, est à la fois prospère, simple et tranquille.
Lee Pyomong vit ici depuis plus de 3 mois. Il vient de Birmanie, de l'autre côté de la frontière. À cause de la pauvreté de sa famille, il est venu travailler à Joely sans avoir pu finir ses études universitaires. Chaque jour, beaucoup de Birmans viennent en Chine par le port. À part les marchands de jade, la majorité sont des gens comme Lee Pyomong qui travaillent dans différentes usines. Lee Pyomong est ouvrier qualifié dans l'usine de motos de Joely, financée et construite par le groupe Lifan de Chongqing. L'usine produit spécialement des motos destinées aux pays d'Asie du Sud-Est, tels que la Birmanie et le Vietnam. Ces motos, pratiques et de très bons rapports qualité-prix, sont très appréciées par les habitants de ces pays. À mesure que sa technique se perfectionne, le salaire de Lee Pyomong augmente également. Nombreux de ses compatriotes espèrent en revanche trouver plus d'emplois dans des usines fondées à l'intérieur de la Birmanie. Powell enseigne le chinois à l'université de Moscou. Grâce à ses compétences linguistiques, il a rencontré par hasard le groupe SANY Heavy Industry et a ainsi obtenu son deuxième métier. Maintenant, Powell est l'un des plus grands concessionnaires du groupe SANY en Russie. S'il a choisi SANY, c'est qu'il fait confiance à ce groupe qui est l'un des plus grands fabricants chinois d'engins de chantier. Powell vend même les produits du groupe SANY au pôle Nord. Là-bas, les équipements de fabrication chinoise résistent à l'épreuve du climat extrêmement froid.我们中国人有一句话叫“远亲不如近邻”，所以如果我们跟中国人合作，你们有发展，我们有发展；你们有稳定，我们也有稳定。所以这样的话，“一带一路”呢，如果中国政府跟我们合作，现在就是合作呢，我觉得真是一个挺好的一个项目呢。En tant que concessionnaire de produits chinois en Russie, Powell est fier que les produits fabriqués par la Chine montrent souvent de grands avantages techniques en Russie. Ces gratte-ciel modernes au bord de la rivière Moskova dépassent tous les 300 mètres de hauteur. Le plus haut atteint 509 mètres, ce qui fait de lui le plus haut gratte-ciel d'Europe. Au cours de sa construction, 4 pompes à béton haute pression sur remorque ont envoyé un total de 220 000 mètres cubes de béton de haute densité. La hauteur du pompage vertical effectué a même atteint 354 mètres. Avec leur hauteur de pompage de béton sans pair, les machines fabriquées par la Chine réalisent de nombreuses architectures monumentales dans le monde entier. La Tour de Dubaï est un édifice de 704,9 mètres en béton armé sur une structure d'acier. 21 équipements de pompage chinois ont participé à la construction de cette tour qui est la plus haute du monde. Le centre financier du monde de Shanghai est le 5e plus haut gratte-ciel du monde. Sur son chantier, la pompe à béton sur remorque fabriquée en Chine a créé une hauteur record de pompage vertical de 492 mètres. Avec les œuvres créées par les équipements chinois dans le ciel du monde entier et les succès des entreprises chinoises sur le marché,
La Chine est reconnue aujourd'hui comme un grand pays d'industrie manufacturière. La valeur de production de l'industrie manufacturière des équipements dépasse d'1/3 la valeur mondiale. Elle occupe donc la première place mondiale. La Chine fabrique 38% de machines-outils, 41% de bateaux et 60% d'équipements électrogènes du monde. Plus de 200 types de produits occupent la première place mondiale en termes de volume de production et d'exportation. Les technologies avancées, les séries complètes de produits, les riches expériences de construction et les coûts avantageux constituent les atouts de la Chine sur le marché international. Les régions riveraines de la ceinture et la route sont pour la plupart des pays en développement et des entités économiques émergentes. Selon la prévision de la Banque asiatique de développement, les taux de croissance des 45 entités économiques en développement de l'Asie atteindront 6,2% en 2014 et 6,4% en 2015, soit 2 fois plus que le taux de croissance moyen des pays développés. Avec la croissance rapide de l'économie, les pays en développement désirent améliorer leurs faibles infrastructures industrielles, leur réseau de transport et leur bien-être social. L'accueil des industries transférées des pays développés et émergents les aidera à changer leur modèle économique basé principalement sur l'exportation de ressources. Sa forte capacité de production industrielle permet à la Chine d'exporter ses industries, ses capacités et ses équipements et de construire et développer un nouveau mode de coopération économique entre les pays en développement. Installées à l'étranger, les industries atouts de la Chine influenceront le monde par leur qualité, changeront le monde par leur réalisation et construiront avec les pays riverains de la ceinture et la route un nouveau cycle économique partagé par tous et profitable à tous. Aux yeux des entreprises transnationales, cette zone industrielle est l'une des zones de développement les plus réussies et les plus attractives de Chine. Avec 3,5% du territoire, 5% de la population et 7% de l'électricité à usage industriel de Suzhou, elle crée 15% de sa valeur globale de production et environ 25% de son volume total d'importation et d'exportation. Ici sont réunies plus de 200 institutions de recherche et développement et 1000 entreprises de haute et nouvelle technologie qui créent plus de 70% de la valeur globale de la production industrielle. Le parc industriel de Suzhou constitue un projet de coopération entre la Chine et Singapour. Il a initié un nouveau modèle de coopération économique et technologique réciproquement avantageuse entre la Chine et les pays étrangers. Depuis la création de la première zone de développement économique et technologique à Dalian en 1988, la Chine a construit au total plus de 200 zones nationales de ce genre dans les banlieues des grandes et moyennes villes relativement peuplées. Sous ce nouveau modèle de gestion et de développement, sont nés beaucoup de nouveaux districts intégrant les industries et les fonctions urbaines, dont le parc industriel de Suzhou et le nouveau district de Binhai de Tianjin. Cette nouvelle voie d'industrialisation pourrait sans aucun doute servir d'exemple pour les autres pays en développement.